Merci beaucoup. Alors, je m'appelle Daniel Benamouzik, je suis sociologue, je suis titulaire de la chaire santé de Sciences Po. Et donc, je vais animer ce débat autour de la notion de santé participative, sur laquelle on réfléchit avec Muriel et avec toute l'équipe de Made in Tex. Cette notion de santé participative, elle insiste évidemment sur l'idée de santé, avec une réflexion sur que devient la démocratie en santé, quelle est la place des usagers, où on en est finalement depuis les lois maintenant anciennes qui ont un peu institué la place des usagers dans le système de santé, dans les établissements de santé en particulier, dans différentes instances. Après ce moment d'institutionnalisation qui vit sa vie, on y faisait référence dans la table ronde précédente autour du design et de sa place dans les établissements de santé. Où en est-on d'un côté? Et puis d'un autre côté, on sent bien que, de manière beaucoup plus récente et j'allais dire plus pressante, on a aussi parallèlement une forme de crise un peu de la représentation et qui touche aussi, le discours du ministre l'illustrait tout à l'heure. Peut-être que Cyril Kizak-Sibyl, en tant que député, on dira aussi un mot au titre de la représentation. On est dans ce contexte d'interrogation finalement sur la place des uns et des autres et de la représentation des usagers, de leur participation, de leur inclusion dans ces débats-là. Et on va essayer de les questionner à travers avec des points de vue assez différents, assez contrastés. Et je vais vous laisser au fur et à mesure, si vous voulez bien, on procédera de cette manière-là, peut-être vous présenter, expliquer un peu quelles sont vos activités et de quel balcon, j'allais dire, vous allez présenter un peu cette entrée sur le sujet, puisqu'on a à la fois on a l'honneur d'avoir un député, d'avoir des représentants associatifs, des établissements de santé, de la filière numérique aussi, et on va essayer de confronter ces points de vue qui sont différentes entrées sur cette question de la participation, de la santé participative et de l'inclusion des usagers. Je vous propose qu'on échange autour de peut-être 2 ou 3 questions qui vont nous permettre un peu de baliser, puis peut-être de nous projeter aussi un petit peu dans la durée, avec une première question peut-être. Vous me direz qui a envie de s'en saisir en premier. Une première question, de votre point de vue, du point de vue de votre propre situation dans le système de santé, après presque 2 décennies, plus de 2 décennies de démocratie en santé, comment est-ce que vous percevez les uns et les autres cette place des usagers dans ce système de démocratie en santé et au regard des enjeux qui sont aujourd'hui les nôtres? J'ai envie peut-être de laisser la parole, je ne sais pas si je vois pas de main se lever spontanément, mais peut-être Cyril Kizak-Sibyl, vous souhaitez réagir en tant que député, c'est-à-dire une forme de représentation très officielle de la démocratie, mais qui était aussi questionnée par le mouvement de la démocratie en santé. Merci beaucoup, bonjour à tous. Et donc je me présente Cyril Kizak-Sibyl. Je suis donc député du Rhône et en même temps effectivement médecin. Lorsqu'on parle de démocratie en santé, moi ce que j'aimerais, donc je suis élu depuis 8 ans, moi le fil rouge de mon action, c'est la prévention. Et lorsqu'on parle effectivement de démocratie en santé, effectivement on parle souvent du soin, et on parle pas de la santé. Et moi je pense que depuis des décennies, alors je suis peut-être un petit peu choqué, mais on a quand même beaucoup infantilisé les Français. C'est-à-dire que en 1945, nos prédécesseurs ont fait, en fondant l'assurance maladie, ont fait la promesse aux Français de dire, écoutez, quels que soient vos comportements, ayez les comportements que vous voulez, faites ce que vous voulez, fumez, buvez, mangez, enfin faites. Et puis le jour où vous serez malade, on prendra en charge vos soins. Et pour moi, effectivement, c'est un petit peu les prendre pour des enfants, et ce qui fait que le système de soins a plutôt bien fonctionné, on a produit du soin. Par contre, au niveau de responsabiliser, on n'a pas responsabilisé les Français par rapport à leur santé et par rapport au comportement qu'ils avaient. Et puis on a laissé faire tous les... Alors maintenant, on appelle ça des influenceurs.
mais on a laissé faire effectivement tous les acteurs, les industriels. Puis effectivement, ils pouvaient manger ce qu'ils voulaient, ils pouvaient fumer, ils pouvaient boire, et donc et même pire, on les a, je dis infantilisés dans le sens où on a mis en place effectivement le tiers payant, par exemple. Actuellement, effectivement, lorsque on consomme du soin, on sait même plus quel est le coût. Avant, sur les boîtes de médicaments, il y a une vignette, il y avait un prix. Maintenant, on ne sait même plus. On ne sait même plus ce que ça coûte. Et donc, lorsqu'on parle de démocratie en santé, moi, je pense qu'effectivement, ce qu'il faut, c'est prendre nos concitoyens, mais l'ensemble de nos concitoyens, pas seulement les usagers du système de soins, mais globalement l'ensemble des Français, en disant prenez en charge votre santé. On a un énorme retard. Alors, il y a différents moyens, mais moi, je reprends la parole pour dire effectivement quelles sont les solutions. Et c'est pour ça que dans notre pays, qu'est-ce qui se passe? On a deux records. On a le record de la longévité, dans le sens, effectivement, avec les Japonais, on partage cette longévité. Donc, on vit très vieux. Pourquoi? Parce que, effectivement, on a un système de soins efficace, mais on vit très vieux en mauvaise santé, parce qu'effectivement, on n'a pas tous les efforts de prévention. Donc, pour moi, la démocratie en santé, ce n'est pas la démocratie dans les soins, dans le curatif, c'est avoir un langage de vérité avec les Français, en disant, grosso modo, comment faire en sorte qu'on ait les bons comportements santé, non seulement ceux qui sont capables d'écouter le message, mais ceux qui ne l'écoutent pas. Merci. Je vais passer la parole à Béatrice Noëllec, qui est déléguée, qui est directrice de relations institutionnelles à la FHP et qui est aussi déléguée de la Fondation des usagers du système de santé. Quand on a préparé nos échanges, Béatrice, vous me disiez, la notion de responsabilisation m'agace un petit peu. Est-ce que vous voulez réagir peut-être par rapport à cette dimension de la responsabilisation des citoyens par rapport à la santé comme élément complémentaire à cet ancrage démocratique? Oui, je suis tout à fait d'accord avec monsieur le député sur l'infantilisation. Après, effectivement, moi j'emploierais plutôt le terme de monter en compétence sur un sujet qui est, le ministre le disait ce matin, la priorité des Français, la santé. Vous regardez toutes les études d'opinion, elles convergent là-dessus. Alors, et là, les choses ont changé. Moi, il y a bien longtemps, quand j'étais collaboratrice parlementaire, et je parle sous le contrôle de monsieur le député, les gens, ils venaient nous voir sur l'emploi ou sur le logement. Aujourd'hui, ils viennent dans les permanences parlementaires pour des raisons d'accès aux soins et pour trouver un médecin ou une solution médicale ou paramédicale. Donc les choses ont évolué. Et vous demandiez, Daniel, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, il y a eu 3 temps forts de la démocratie sanitaire. L'acte fondateur, évidemment, c'est la loi Kouchner de 2002. On a fêté son anniversaire il n'y a pas longtemps. C'est une loi fondatrice qui a posé véritablement tout l'arsenal du corpus des droits individuels et collectifs des patients. Et puis après, il y a eu, je dirais, une déclinaison, effectivement, de la structuration de la démocratie sanitaire, avec notamment les représentants des usagers. Est-ce que pour autant les choses ont avancé? Oui, bien sûr, mais objectivement, que ce soit sur, on le voit avec la fin de vie, l'acculturation des droits n'est pas encore au top. On le voit par exemple dans les études sur la connaissance des directives anticipées. Quant aux représentations des usagers, je vous invite à aller faire un micro-trottoir dans la rue, à demander aux gens ce qu'est un représentant des usagères et des usagers. Les gens vous regardent en disant qu'est-ce que c'est que ça? Or, la connaissance et la reconnaissance de ces acteurs qui sont fondamentaux dans nos établissements de santé, c'est absolument fondamental. Il y a encore du boulot. Et puis l'an 3, c'est évidemment l'émergence d'autres formes d'expression de la parole du patient, l'expérience patient, les patients ressources, les patients experts, etc. Il y a des terminologies diverses. Au départ, ces 2 formes de représentation de la voix citoyenne, des patients citoyens que nous sommes, elles se sont un peu regardées en chien de faïence. Et puis après, tout le monde a compris que l'intérêt partagé n'était pas concurrentiel, que chacun avait intérêt à coopérer dans les établissements et donc dans les hôpitaux et les cliniques privées, mais c'est pareil à l'hôpital public. On fait coexister effectivement et on profite de cette émergence de formes renouvelées de la parole du patient. Par exemple, en formant les RU, les représentants des usagers, à l'expérience patient. Parce qu'évidemment, ces 2 savoirs sont complètement imbriqués. Et puis maintenant, l'an 4, ou l'an 3, tout dépend de là où on parle, c'est de passer de la notion de représentation
des usagers à la notion de participation du patient à la transformation du système de santé. Et pour donner un exemple concret, je prendrai le sujet de la pertinence des soins. On ne peut pas travailler sur la pertinence des soins sans le patient. Qui, mieux que le patient lui-même, est capable de mesurer la pertinence effective des soins qui lui ont été prodigués, est capable de dire voilà en quoi ça a amélioré ma vie à court, à moyen et à long terme. Donc on voit bien que là, on a un peu changé, si j'ose dire, de paradigme, avec un savoir médical et paramédical et un savoir expérientiel et profane, qui non seulement ne sont pas concurrents, mais qui s'enrichissent. Et on voit bien que les établissements de santé, il y a le baromètre de l'expérience patient fait par Amakoevi chaque année, montre bien que ces sujets-là, il y a une acculturation croissante des professionnels de santé à ces enjeux-là. Donc ça, c'est le point très positif. Après, est-ce que ça a vraiment totalement imprégné la société? Est-ce que le patient est conscient que son savoir expérientiel est très précieux pour faire progresser le système de santé? Ça, je crois que ce n'est pas encore le cas et que la maturation, là, reste à venir. Donc une maturité progressive dans les établissements, auprès des professionnels plus ouverts, qui peut-être qu'ils l'étaient il y a encore pas si longtemps. Mais résolument. Oui. Résolument. Et en même temps, une difficulté à s'ouvrir sur la société, à impliquer, embarquer des pans entiers de la société. Je voudrais laisser la parole à Abdelali El Badawi, qui est président et qui est fondateur d'une association dynamique qui s'appelle Banlieue Santé, et dont une des préoccupations, finalement, c'est de tenir compte des deux messages qui ont été adressés, l'accent sur la prévention, mais surtout la capacité à accéder aux droits de manière concrète dans des territoires pour lesquels les populations ne sont pas forcément, ne sont pas armées exactement comme d'autres plus favorisés ou dans d'autres espaces. Oui, tout à fait. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis infirmier de profession. Je vais rappeler une définition de banlieue parce que souvent on pense que c'est les quartiers populaires. Banlieue veut dire lieu banni, hein, le verlan de lieu banni, la mise au banc, toutes celles et ceux qui sont loin du droit commun. Et donc, pour parler historique, une des définitions de banlieue, c'est 14e siècle, les rois qui mettaient les personnes atteintes de lèpre, de peste, les indigents dans des lieux bannis qui n'étaient autres que la ruralité. Donc je rappelle aussi des définitions pour expliquer que nous, notre enjeu, c'est d'aller chercher des publics en angle mort des politiques publiques, en angle mort du non-recours ou du recours tardif à la santé. Donc notre patientèle à nous qu'on accompagne, ce sont des patients et des patientes qui sont avec des droits, souvent, et qui vont aller très tardivement chez le médecin, qui vont même parfois ne pas y aller pour plein de raisons, qui sont des raisons géographiques, des raisons parfois de dépassement d'honoraires, des raisons aussi de peur du diagnostic. Et donc c'est tous ces aspects-là en disant que finalement ces publics-là, cette société civile qui aujourd'hui souffre de ces questions de santé publique, elle n'a pas accès à la santé de manière équitable. On vous le rappelez, il y a 10 ans d'écart d'espérance de vie entre ouvriers et cadres sup en France. Donc les ouvriers finalement qui eux ont été ceux qui ont été cotiseurs et les premiers à cotiser en 1948 à la sécurité sociale, sont ceux qui utilisent le moins leurs droits sociaux. Et puis aussi, comment on fait en sorte qu'ils participent à leur propre santé individuelle? Souvent, ce n'est pas acquis parce qu'il y a un certain millefeuille d'inégalités sociales qui fait que la santé, c'est toujours le dernier recours. On va parler de remplir notre frigo, de s'habiller, d'avoir un logement, d'éduquer nos enfants. Et la santé, ce n'est pas forcément la première chose dont on pense. Alors que nous, on vient leur dire, si tu ne penses pas à la santé, en premier lieu, tu ne pourras pas finalement faire en sorte de vivre dans ta vie correctement, etc. Donc, il y a tout un enjeu aussi, c'est capaciter les gens à apprendre la santé. Et donc, c'est des programmes de formation dont je vais parler tout à l'heure, mais qui permettent à des habitantes et des habitants d'avoir accès à la santé et de monter des parcours sucre rapide et sucre lent, et j'en parlerai après. Merci beaucoup. Alors ces capacités, elles sont sociales, elles sont expérientielles, elles sont individuelles, elles sont aussi digitales, elles sont aussi numériques. C'est ce qui nous réunit aussi dans ce salon. Anne-Sophie, vous êtes secrétaire générale de CGD, mais vous êtes aussi présidente de la commission santé de Numéum, mais à ce titre très concernée, très impliquée par ces éléments-là. Lorsqu'on a échangé aussi pour préparer cette table ronde, vous avez beaucoup insisté sur le lien et la difficulté de ce lien entre usage renforcé du numérique et inégalité dont on parlait à l'instant. Comment vous situez l'apport du numérique en termes de capacité et en termes de défis aussi d'inégalité? Alors, je vais commencer par le voir de façon plutôt positive. Oui. Le numérique révolutionne quelque part l'accès à la santé et va très bien avec le titre de cette conférence qui est l'heure de la prise de pouvoir par les citoyens à sonner.
Pendant très longtemps, la seule relation que les patients n'avaient comme seul interlocuteur que leur médecin. Aujourd'hui, il y a des études qui montrent que 80% des usagers, des citoyens, quand ils ont un problème de santé, la première personne vers qui ils se tournent, ce n'est pas leur médecin, c'est Google, c'est ChatGPT, c'est autre chose. Donc il y a du positif, mais il y a aussi du négatif parce qu'il y a des travers derrière tout ça. Mais on voit quand même qu'il y a une réelle volonté de la part des citoyens de prendre une part plus active dans leur santé et d'être acteurs de ce qui va se passer. Une santé participative, et je savais ce que disait monsieur le député tout à l'heure, ça veut dire qu'il faut être capable de participer, mais également en amont. Ce n'est pas que quand on est malade qu'on devient acteur de sa santé. Donc il faut réussir à passer d'une approche beaucoup plus curative à une approche plus préventive. Et c'est tout un enjeu qui allie à la fois les pouvoirs publics, les industriels, mais également les patients et les associations de patients. Nous, chez Numéum, au sein de la commission santé, on essaie de travailler sur cette mutation de notre industrie, et notamment en travaillant sur le concept de santé populationnelle, fort de toutes les réalisations qu'on a fait en matière de numérique responsable, pour essayer d'anticiper aussi les questions que se posent nos adhérents, les industriels, face à cette transformation de la société. Et on le voit dans plusieurs pays, à Singapour par exemple, où ils mettent en place beaucoup plus d'actions de prévention, notamment sur l'alimentation. Vous en parlez tout à l'heure, parce que c'est facile de dire aux concitoyens, mangez ce que vous voulez, fumez ce que vous voulez, on sera là derrière. S'ils n'ont pas conscience en amont des risques et de ce que cela va causer, on n'arrivera pas à les éduquer. Donc aujourd'hui, on a foncièrement besoin de transformer notre système de santé, pour les raisons qu'on connaît tous et que je ne vais pas répéter. J'étais très heureux tout à l'heure également d'entendre monsieur le ministre dire que la prévention devait être un axe majeur de la politique dans les années à venir. Et je pense qu'il faut continuer dans ce sens. Merci. Alors justement, si on essaye de se donner une sorte de vision, on en parlait ce matin avec la nécessité d'avoir un petit peu de vision, de faire travailler le temps long et de voir quels sont les outils qu'on peut mobiliser. Isaac Civil, vous m'avez beaucoup sollicité sur la notion de prospective, avec l'idée que c'est peut-être ce qui nous manque, et je crois que c'est ressorti aussi des débats de la matinée, sur l'idée que pour pouvoir embarquer les populations, il faut qu'on puisse partager des visions qui ne soient pas que des visions de l'urgence, du moment où la maladie, d'une certaine manière, bouscule l'existence de nos proches ou la nôtre. Il y a besoin de construire cette dimension de vision collective et de prospective. Comment est-ce qu'on peut la faire fonctionner, cette prospective qui nous manque tant dans le système de santé? Oui, alors c'est vrai que si on veut, moi je pense que si on veut améliorer nos systèmes de santé, il faut que l'ensemble des acteurs aient une vision de l'endroit où on veut les emmener. Et c'est vrai qu'actuellement, ça manque un petit peu. Alors, tout à l'heure, le ministre parlait effectivement d'un problème d'instabilité ministérielle, mais c'est vrai qu'actuellement, l'ensemble des acteurs, que ce soit les patients, que ce soit les industriels, que ce soit les financeurs, personne ne sait bien où est-ce qu'on va. Et par rapport à ça, c'est difficile. Donc, c'est vrai qu'au niveau de l'Assemblée, on essaye de travailler sur ce qu'on appelle la pluralité, mais il faut absolument que le gouvernement vienne. C'est tous les ans, on vote un budget, le fameux PLFSS, mais qui ne permet pas d'avoir cette vision à long terme. Donc, effectivement, pour moi, c'est très important. Pour revenir par rapport, effectivement, au sujet de la démocratie en santé, moi, je crois beaucoup. Ça c'est intéressant. C'est une image qui me venait tout à l'heure en vous écoutant. Je ne sais pas si on a fait beaucoup de progrès par rapport à ce que Molière écrivait, entre les relations entre les sachants, effectivement, et les patients. Et je crois que l'effort qu'il faut qu'on fasse, c'est un problème d'éducation pour que l'ensemble de nos concitoyens puissent exercer leur libre arbitre. On est tous sous influence, et la question, c'est comment faire en sorte pour que le citoyen deviennent vraiment acteurs de sa santé. C'est un problème de libre arbitre, c'est un problème d'éducation. Il y a quelque chose qui m'a marqué. Récemment, par rapport à l'éducation, par rapport à l'information, c'est l'histoire du Nutri-Score.
on peut parler de manière concrète. Tout le monde sait bien qu'il y a une relation entre la santé et la nutrition. Et bien, quelque part, pour moi, une des premières responsabilités des pouvoirs publics, c'est donner la bonne information. Et là, on voit qu'on a des difficultés pour faire passer la bonne information et que même de temps en temps, on a des freins qui sont lourds et on sait d'où ils viennent. Dans le sens où tout le monde est un peu sous influence, on est tous sous influence. Et la question, c'est comment, pour que le citoyen puisse être vraiment acteur, pour qu'on ait une vraie démocratie en santé, il faut que l'ensemble de nos concitoyens aient cette notion de libre arbitre, et ça passe par l'éducation et par l'information. Et moi, je crois beaucoup, même les campagnes de mois sans tabac, de mois sans alcool, je pense que c'est comme ça qu'on y arrivera pour avoir une approche populationnelle. Moi, je crois beaucoup à cette approche populationnelle. Alors, les populations... C'est pas seulement l'ensemble de la population française. Ça peut être des cibles, ça peut être effectivement les enfants. Comment est-ce qu'on joue au niveau des enfants, comment on joue au niveau des territoires, comment est-ce qu'on joue au niveau des lieux de vie, par rapport au travail, par rapport au grand âge. Et c'est comme ça, effectivement, que je pense qu'on aura des résultats. Mais pour ça, comme vous le disiez, effectivement, il faut qu'on affiche vraiment cette vision qu'on a, pas forcément du soin, mais dans l'ensemble de la santé. Et on voit à quel point c'est difficile d'aligner les différents acteurs, les différentes composantes de nos sociétés quand on déplace effectivement les curseurs dans ce sens plus favorable à la santé. Je ne sais pas si vous avez... Et pour revenir, oui. Et pour moi, c'est un message que je vais passer, on a su industrialiser le soin. C'est-à-dire qu'on a su produire du soin. Maintenant, je pense qu'au niveau de la prévention, il faut aussi industrialiser. J'aime bien faire passer ce message dans le sens où il faut le faire de manière systématique. Et pour moi, c'est très important. Je vous passe la parole. Alors moi, je pense qu'on a vraiment des talents en France et tous ensemble, on est capable d'y arriver. Et on l'a déjà montré assez récemment, notamment dans le programme Ségur. Le programme Ségur, ça a été co-construit avec les industriels, avec les pouvoirs publics, avec aussi les associations d'usagers. Et en 3 ans, on a réussi à faire un pas incommensurable dans le numérique en santé. Et on est aujourd'hui montré en exemple au niveau de la Commission européenne pour ce qu'on a réussi à faire pour le Ségur. Bon, le Ségur, c'est un pas. Il y a d'autres choses. On parle de prévention. Quand on parle de prévention, il y a un sujet qu'on ne peut pas éviter, c'est la donnée. Parce que la donnée, ça va être le fuel pour permettre d'alimenter tous ces systèmes de prévention. Et là, sur la donnée, aujourd'hui, on a un petit peu d'errance en termes de cadre. Et en tout cas, pour le secteur des industriels que je représente, aujourd'hui, on n'est pas totalement satisfait parce qu'on n'arrive pas à travailler conjointement avec les pouvoirs publics, avec l'ensemble de notre écosystème, pour arriver sur quelque chose qui soit efficace. Donc on le redemande et on le demande sans cesse de participer avec les pouvoirs publics au niveau du comité scientifique et de concertation pour l'utilisation des données de santé. Mais je pense aussi qu'il faut éduquer les patients. Parce que les patients, on leur parle de leurs données et on diabolise quelque part un peu la donnée en disant elle est privée, elle est personnelle. Mais un patient, quand il sait à quoi va servir l'utilisation secondaire de sa donnée, quand il sait que ça va permettre à améliorer la recherche, à mettre en place des actions préventives, au contraire, ils sont tout à fait partants pour le faire. Donc je vous rejoins sur l'éducation, je vous rejoins sur la prévention et sur le travailler ensemble qui, pour moi, est absolument nécessaire aujourd'hui. Sur la prévention, je crois qu'on va être assez d'accord. Sur l'éducation, je ne suis pas complètement sûr, parce que se pose la question de savoir si on part des individus tels qu'ils sont ou tels qu'on souhaiterait qu'ils soient d'une certaine manière. C'est des choses dont on a discuté avec Béatrice en amont un peu de notre conversation. Comment vous vous positionnez par rapport à ça et à l'échelle des expériences qui sont celles de vos établissements? Oui. Alors, Daniel, vous nous avez convoqué à avoir effectivement une vision prospective de la démocratie en santé. Il y a déjà des choses très intéressantes qui ont été esquissées. Il y a plusieurs choses, effectivement, qui sont en germe. D'abord, les hôpitaux, les cliniques, ce ne sont plus des citadelles ou des forteresses, comme ils pouvaient l'être avant. Ce sont vraiment des lieux ouverts sur la cité. Ils sont obligés, et d'ailleurs, monsieur le député, qui a une approche aussi populationnelle des enjeux de prévention, sait très bien que les écoles
le monde associatif, l'entreprise sont des vrais creusets où peut se faire de la prévention. Et donc les cliniques et les hôpitaux, ils se doivent d'être ouverts sur la cité. Ils se doivent être aussi, pour être tout à fait en résonance avec ce qu'a dit Monsieur El Badawi, être dans l'allée vert. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de prévention de santé publique sans être dans cet aller vert qui est absolument essentiel, qui n'est pas juste une formule, la littératie en santé, la montée en capacité. C'est pour ça que la notion d'éducation, elle me gêne un peu parce que je la trouve un peu... Nous sommes des citoyens patients, éduqués, et en tout cas, ce qu'il nous faut, c'est une montée en puissance, une montée en compétences. Et la littératie en santé, c'est ça. C'est donner les outils aux gens pour être armés, pour comprendre un monde de la santé qui est parfois extrêmement complexe. Et le deuxième point là-dessus, c'est qu'effectivement, on ne fait pas de la prévention contre les gens, on fait de la prévention, comme vous disiez, en co-construction, on fait de la prévention avec. Pendant très longtemps, sur la prévention, on a une logique d'injonction descendante, là pour le coup aussi assez infantilisante. On fait de la prévention avec les gens, on ne fait pas de la prévention punitive, ça marche quand on leur dit l'intérêt à agir. Pourquoi? Quel est votre intérêt à agir, individuel et collectif, mais quel est l'intérêt à agir? Et cette notion-là d'intérêt à agir, elle me semble effectivement extrêmement importante. Et puis plus largement sur un plan plus politique, effectivement, la démocratie territoriale de santé, c'est important. Il faut qu'elle associe tous les acteurs, le public, le privé, les associations, les patients, les tutelles, les politiques, évidemment, très important pour construire une vraie démocratie territoriale de santé. Vous savez, la santé participative, parce que c'est le sujet, ça ne s'improvise pas. Et très souvent, on croit qu'on va faire des grands exercices de démocratie participative comme ça, sur un claquement de doigts. C'est très exigeant. Les états généraux de la bioéthique, pour moi, c'est l'exemple vraiment de ce qu'il faut faire. Parce qu'on a une vraie concertation, mais on a je ne vais pas dire empowerment, on a une montée en compétences des gens, on les forme, et on leur libère leur parole. Et c'est ce que j'ai trouvé assez déceptif avec le CNR Santé, c'est qu'on avait tous beaucoup d'espoir en fait en ce CNR. C'était bien sur le principe. Et malheureusement, quand il n'y a pas de résultat, il faut mieux ne rien avoir fait du tout, parce que la déception que l'on crée, elle est aussi grande. Donc encore une fois, la santé participative, ça s'arme collectivement. Et puis peut-être le dernier point que je voulais soulever, parce que le ministre l'a effleuré ce matin, c'est que le meilleur plaidoyer pour faire de la démocratie participative, c'est ce qui se passe en ce moment sur le contexte géopolitique. Quand on voit effectivement, par exemple, l'administration trumpiste qui revient sur l'IVG, quand on voit le backlash sur les droits des femmes, etc., en santé, quand on voit ce qui se passe même au Parlement européen sur certains acteurs, on se dit qu'on doit être tous collectivement extrêmement cortiqués face à tout ça, face à ce qui pourrait mettre en péril effectivement la démocratie en santé, la démocratie en général, mais notamment la démocratie en santé, parce que dans un pays ou dans un contexte géopolitique qui ne va pas très très bien, c'est un euphémisme, la santé c'est un facteur très puissant de cohésion sociale et de cohésion nationale, et je pense que ça, on en est tous en fait, à chacun à notre place, un peu comptable. Merci beaucoup pour ces éléments de vision, d'une certaine manière. Abdelali El Badawi, on parlait d'éducation, empouvoirment, pour reprendre le terme à la française, disons. Quelle est la place de la formation sur laquelle vous vouliez insister? Notre enjeu à nous, c'est toujours identifier le bon public qui a d'abord besoin, mais qui, au-delà d'avoir besoin, va être en capacité d'avoir des propres compétences. Ce qu'on a monté, en fait, c'est un gros programme qui s'appelle Ambassadrice Santé. Donc, pourquoi Ambassadrice Santé? Parce qu'en fait, les femmes sont en première ligne des inégalités sociales. Elles portent souvent le poids de la vie. Elles portent la vie et elles sont la résolution aux inégalités sociales. Et donc, pour nous, c'est hyper important de former des femmes des territoires qui vont pouvoir, derrière, être celles qui vont faire passer les messages de santé publique dans la famille, mais aussi dans le territoire, dans le quartier, etc., et ce qui nous a permis aujourd'hui de former un certain nombre de femmes qui aujourd'hui sont formées, sont rémunérées pour ce métier, qui est un nouveau métier qu'on est en train de créer, et qui derrière a un impact systémique dans la santé dans les territoires. Et pour nous, c'est une vraie réussite parce que la notion de littératie en santé et de faire en sorte que les gens prennent conscience de leur santé, ce n'est pas forcément quelque chose qui est tout de suite, je dirais, dans l'esprit de chacun et de chacune, que vous soyez même des cadres sup. Et donc pour moi, c'est important d'avoir quelque chose qui parte du terrain,
partir de la base du terrain, partir des habitants et des habitantes, ce qu'on appelle nous affectueusement le plancton, parce qu'en fait souvent on parle de la baleine, mais on parle très peu de ce plancton qui fait 90% de la biodiversité de la mer. Et c'est ces habitantes qui sont au quotidien et qui, lors du Covid, étaient présents auprès des publics les plus vulnérables et qui ont la capacité d'identifier ce public, de leur parler, mais aussi de leur transmettre les messages. Et puis il y a une notion de PAIR, PAIR, qui permet finalement d'avoir quelque chose d'hyper moteur sur le territoire et de répondre à des enjeux de santé publique et d'inégalité sociale, qu'elles soient éducatives, sanitaires, avec cette vision très holistique de la santé. Et puis redéfinir la question de la santé qui n'est pas uniquement l'absence de symptômes et de maladies. La santé est un état de bien-être social, mental et physique. Et donc, changer aussi ce paradigme qu'on a souvent que la santé, c'est d'aller voir son médecin avec une ordonnance. C'est non, allez voir votre médecin d'abord quand vous allez bien. Et après, on verra. Merci beaucoup. On voit que cette notion de santé participative, on avait eu raison d'insister sur la dimension santé d'une certaine manière. Merci beaucoup à toutes et à tous pour vos participations. Je note que l'écosystème dont on parle depuis ce matin, au sens du numérique, s'est enrichi de biodiversité plancton d'une certaine manière. Je retiens cette idée, je la trouve très jolie, très, très poétique. Merci beaucoup. Et donc on va poursuivre évidemment ces réflexions. Anne-Sophie. Tout petit mot de clôture. Déjà, je vous félicite pour mettre en place la théorie d'un grand homme que j'admire beaucoup, qui est la théorie de Gandhi, qui a dit que l'éducation passerait par la femme, puisque c'est la femme qui a éduqué les enfants. Et je pense que vous avez de belles réussites devant vous. Et dernier point sur lequel j'aimerais insister, c'est sur c'est un peu comme un mariage. Il y a des droits et il y a des devoirs. Donc oui, le citoyen peut devenir acteur de sa santé, mais il faut aussi qu'il accepte les devoirs qui vont avec. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir ensemble. Les pouvoirs publics, les pouvoirs politiques doivent apprendre aussi aux citoyens les devoirs qui lui incombent. Nous, les industriels, on mettra en place les solutions qui sont nécessaires pour les accompagner et pour accompagner les soignants, de façon à arriver ensemble vers une médecine plus vertueuse. Merci beaucoup pour ces mots de redéfinition du contrat social dans le sens le plus large du terme. Merci.